Donc, je vous remercie beaucoup pour votre riche présentation. Effectivement, le rôle, pourquoi les SPE dans la migration professionnelle? Il a répondu à la question, puisque ce sont eux qui connaissent le mieux le domaine et le sujet, et les candidats à la migration et le travail et tout ça. Les responsabilités des SPE, notamment dans la connaissance et l'application des principes et des directives opérationnelles concernant le recrutement équitable, et le rôle crucial des SPE dans ce domaine. Donc je vais recueillir donc les questions que vous avez à poser, et ensuite les panélistes vont répondre. Les experts qui sont là et qui connaissent bien le domaine vont répondre à vos questions. Et on a à peu près 30 à 40 minutes pour ça. Ensuite, je ferai la synthèse des travaux en 5-10 minutes. Et donc, voilà, la suite. Donc, vous vous présentez, s'il vous plaît, pour poser la question, et vous posez votre question. Et si elle est directement adressée à l'un des panélistes, vous dites à qui, sinon ça permettra donc aux personnes de répondre plus rapidement. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors, Monsieur Béchir, pas la peine de... Vas-y, pour les autres. Allez-y. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Ça marche pas. Donc, moi, je voudrais remercier tous les panélistes de la clarté et de Si, c'est gentil. Donc, premièrement, je remercie beaucoup tous les panélistes pour l'intelligibilité de leur présentation, qui nous a édifié vraiment sur le rôle et le processus que doivent prendre les candidats à la migration au niveau des SPE. Je remercie beaucoup ma collègue Mariam, c'est la seule modératrice avec nous dans cette conférence, et je suis ravi qu'elle soit dans l'ANAPEJ. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai une observation. Je crois que le processus est clair, mais c'est 2 minutes. Je crois que le processus est clair, mais je crois qu'il y a une ambiguïté dans les discours d'immigration. Une ambiguïté parce qu'on est devant des pays vieillissants qui ont besoin de migrants, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont peur d'être envahis ou bien d'être vraiment submergés par les migrants. Et on est devant d'autres pays qui ont de la jeunesse, beaucoup de la jeunesse, qui sont des pays jeunes, comme la nôtre, et qui ont besoin de la migration comme étant un levier de création et d'emploi et de promotion d'emploi et de l'émancipation de leur jeunesse, mais qui ne peuvent pas le dire parce qu'il y a des raisons politiques derrière tout ça. Ils ne veulent pas qu'on dise à travers le monde que leur jeunesse, qu'on est en train d'envoyer de la jeunesse à l'étranger. Et donc je crois, d'après tout ça, je crois que ce qu'on doit faire, ou bien la recommandation que j'ai, c'est qu'il y ait un discours équitable. Et pour les migrants, et pour les SPE, et pour les pays d'accueil. Et je crois que je suis ici devant un panel où il y a des gens qui s'occupent des projets de migration. Et je crois qu'il faut qu'on ait ce discours-là. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'on devait faire. Parce que là où on est, à l'ANAPEJ, à titre d'exemple, on est dans une expérimentation d'une cellule de mobilité internationale. Et en même temps, on ne sait pas là où aller. Et quand on va aller vers un partenaire, il va dire la première chose qui doit se poser, est-ce qu'en donnant la première opportunité d'immigration pour les jeunes, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager les jeunes à partir vers nous et on n'aura pas des vagues de ces jeunes-là qui vont submerger notre monde. Je m'excuse, Madame la Modératrice, je passe la parole. Monsieur ?
Je vous remercie. Je suis là pour... je m'appelle Mamadou Niang, je suis là pour le compte du bureau BIT Mauritanie pour le projet Bridge. J'ai beaucoup apprécié les différentes interventions que nous avons entendues depuis ce matin et qui sont très pertinents, qui ont posé donc tous, en tout cas, tous les enjeux et tous les défis et les opportunités. Mais il me semble qu'il y a aussi des questions sur lesquelles je demanderai à ce qu'il y ait beaucoup plus d'insistance. Nous savons qu'aujourd'hui, la traite des personnes et le trafic des migrants aujourd'hui génère beaucoup d'argent dans le monde et qu'il y a beaucoup de gens qui s'organisent justement pour capter cette manne financière. Et dans le cadre des services publics d'emploi, dans le cadre des agences privées de recrutement, cela échappe déjà au contrôle des autorités publiques. Et je me demande, est-ce que la pertinence des services publics d'emploi peut faire échapper ou bien peut faire amenuiser le trafic d'êtres humains ou la traite? Et si c'est possible, en quoi? Je pense que c'est une question importante. Donc les services publics d'emploi doivent se poser pour voir comment juguler et comment en tout cas réduire la traite. Parce qu'ils auront nécessairement besoin des outils. Est-ce qu'ils vont créer, comme l'a dit Belarbi tout à l'heure, des agences publiques de recrutement? Ou est-ce qu'ils vont confier le recrutement à des intermédiaires? Parce que je ne vois pas comment l'ANAPEJ... question, monsieur. Ah oui, je m'excuse. Bon, une deuxième question. Vous savez, nous avons une déformation professionnelle. Allez-y, on parle n'a pas beaucoup de temps. Deuxième question. Donc la deuxième question que je vais poser, c'est concernant les rapatriements des capitaux, le transfert. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je pense que comment aujourd'hui les services publics d'emploi peuvent favoriser le transfert des fonds que les gens vont recevoir pour leur pays et comment aussi voir comment minimiser les coûts. Et troisième question, c'est les réglementations pays. Aujourd'hui, quand on veut faire des transactions, enfin, ce n'est pas des transactions, quand on veut faire des accords pour faire amener des travailleurs, est-ce que les réglementations des pays avec lesquels on échange garantissent le respect des droits des travailleurs? Et ça, c'est fondamental. On n'a pas beaucoup parlé des travailleurs ici. Je vois que le projet ne s'occupe que de services publics d'emploi et des employeurs. Bon, peut-être qu'il y aura... Les travailleurs, de toute façon, vont s'organiser eux aussi pour faire entendre leurs droits. Mais je pense quand même qu'il faut en tenir compte dans ce panel. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Ah, monsieur qui n'est pas de l'ANAPEJ, allez-y. Merci, madame la modératrice. Moi, c'est Brima Noubari Sirivé. Je suis le chef du département coopération et migration de l'Agence nationale pour l'emploi du Mali. Et à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais féliciter l'ensemble des panélistes depuis ce matin jusqu'à cet après-midi pour la qualité des exposés qu'ils nous ont présentés. Mais j'ai l'impression que nous sommes dans un paradoxe. Et cela ressort pratiquement dans toute la communication. Ce matin, il a été démontré, chiffre à l'appui, que la migration de travail contribue à l'amélioration des PIB. Et certains chiffres ont été annoncés, notamment celui de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, et on voit que cette migration profite à l'économie, au développement des pays d'accueil surtout. Mais paradoxalement, de l'autre côté, il est ressorti également dans les mêmes exposés qu'il y a beaucoup plus de restrictions, c'est-à-dire pour enfreindre à cette migration. Comment nos experts qui sont là expliquent-ils ce paradoxe-là? Et cela m'amène à la conclusion du directeur général adjoint de l'ANPE Bénin, qui dit qu'en la matière, mieux vaut prévenir que guérir. Cette invite-là s'adresse à qui?
est-ce ceux qui sont en train de restreindre cette mobilité professionnelle ou cela est-il une invite à l'ensemble des acteurs pour appréhender toute la problématique, d'abord au départ, notamment comme vous l'avez dit, à travers l'expérience togolaise par l'élaboration d'un manuel de procédure de gestion de la migration professionnelle, ou que voulez-vous dire précisément par rapport à cette interpellation? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, qui d'autre? Allez-y. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Je m'appelle Evelyne Kempe, je viens de Addis Abeba, je travaille à la Commission de l'Union africaine, département Affaires sociales, division Travail, Emploi et Migration. Merci infiniment pour cette première journée qui nous a permis d'avoir un aperçu, de rappeler un peu les différents principes et pour les présentations des différents acteurs. Ma question a un lien avec les dynamiques de migration qu'on a présentées, qui nous ont rappelé qu'une bonne partie des migrants restent dans la sous-région, qu'une bonne partie des migrants restent sur le continent africain. Et j'ai suivi beaucoup d'intérêt l'intervention du représentant du Bénin et celui de la Tunisie, qui parlait un peu du processus d'élaboration de la stratégie, des politiques et des interventions très spécifiques qui sont mises en œuvre. Au niveau de la Commission, on a une perspective assez différente sur les questions de migration de la main-d'œuvre, où on se demande comment faire pour optimiser en fait le mouvement des travailleurs migrants sur le continent, étant entendu qu'une large proportion de ces personnes-là restent en fait en Afrique. Et je voulais savoir, dans les approches qui ont été utilisées, est-ce qu'il y a eu une démarche différente selon que vous réfléchissiez à la stratégie pour l'international de notre perspective hors du continent et à la stratégie pour le continental, c'est-à-dire qu'est-ce que vos approches, vos démarches, votre façon de penser étaient différentes pour fournir de la main-d'œuvre sur le continent africain de celles utilisées pour fournir de la main-d'œuvre en Europe, aux États-Unis ou bien dans les pays du Golfe. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a une réflexion en ce moment pour saisir les opportunités au niveau sous-régional et continental? On a de nombreuses communautés économiques régionales, par exemple, qui développent des protocoles de migration de la main-d'œuvre, des protocoles de libre circulation. Est-ce que c'est une réflexion pour voir quelle opportunité cela présente? Et puis, en relation avec le dernier intervenant, qu'est-ce que cela présente comme challenge sur le plan institutionnel au niveau des services publics de l'emploi? Je vous remercie. Merci. Qui d'autre? Monsieur à côté? Non? D'accord, allez-y. Merci, je suis Nsiba Jonas de la Côte d'Ivoire. J'ai une question qui se subdivise en trois. La première question est en direction de M. Thomas Landi, qui a présenté le projet Migration. Et on se rend compte que la Côte d'Ivoire est une plateforme qui accueille beaucoup de migrants. Pour votre information, nous avons à peu près 5 millions à 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire, donc ça fait à peu près 25% de la population ivoirienne. Et donc nous avons une forte concentration de migrants en Côte d'Ivoire. Et en même temps aussi, la Côte d'Ivoire a été citée lors des récentes statistiques sur l'un des pays pourvoyeurs de migrants aussi vers les autres pays. Je crois que nous étions en première ou deuxième position. Alors ce qui fait que la Côte d'Ivoire devient un maillon très important dans la gestion des migrations et en même temps aussi des flux migratoires. Alors la question, c'est ce projet Migration. Comment est-ce que nous pouvons bénéficier, participer à ce projet? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à l'endroit de M. Taoufik, qui a présenté un peu l'unité de la gestion, je crois, du placement à l'international. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui quels sont les volumes, les flux
de travailleurs professionnels qui justifie aujourd'hui la création de toute une unité spécialisée à cela, puisque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous n'avons pas encore développé vraiment ce service-là. La dernière question va à l'endroit de monsieur qui a présenté pour le Togo, j'oublie un peu le nom, mais en même temps c'est une question d'ordre général, parce que son intervention a été fort enrichissante, et monsieur Igor, son intervention a été fort enrichissante et pose en même temps des problèmes qui sont assez spécifiques. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs qui quittent par exemple le Sénégal pour aller travailler en Afrique du Sud, qui sont charpentiers, pendant qu'il y a des charpentiers qui quittent l'Afrique du Sud et qui viennent travailler au Sénégal et qui ont un emploi aussi au Sénégal. Donc, en même temps, donc, ça pose le problème de l'information sur le marché de l'emploi, l'information générale, et aussi, le deuxième élément, c'est le problème de l'adaptabilité des compétences au niveau de chaque pays. Parce que si, à l'intérieur de chaque pays, on arrivait à ajuster les besoins de compétences, n'est-ce pas, aux besoins de compétences des jeunes, aussi à ceux des employeurs potentiels, on parviendrait à résoudre une bonne partie, n'est-ce pas, du flux migratoire. Donc, comment est-ce que, au niveau de chaque pays, vous parvenez à réussir ce challenge d'adaptation, n'est-ce pas, des compétences aux besoins sur le marché? Merci. Merci à vous. Madame? Enfin, on garde la parole puisqu'on Oui, Excusez-nous. Un petit complément. On a parlé de migration. Migration. Voilà. Cette expérience nous intéresse. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Est-ce que c'est déjà fermé, c'est bouclé? Sinon, comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait s'intégrer dans ce projet-là? Merci. Merci à vous. Donc, Madame Fadiga, de la Côte d'Ivoire. Enchantée, Madame. Merci beaucoup. Merci pour la parole qui m'est accordée. Je suis Madame Absatou Bal de la Mauritanie. Je travaille chez Oxfam en Mauritanie, donc Oxfam International. Je fais partie du département citoyenneté, bonne gouvernance et influence. Donc je suis en charge du plaidoyer. Voilà, moi je voudrais faire juste marquer l'intérêt sur le point qui a été soulevé ici par le Mali. C'était exactement ma préoccupation, mais je suis sûre que je ne l'aurais pas dit si clairement, aussi bien que lui. C'est-à-dire que ce paradoxe-là, entre justement la contribution à l'amélioration des PIB des pays recevants et les restrictions, les nombreuses restrictions qui sont liées à cela. Vraiment, je voudrais qu'on nous éclaircisse par rapport à ça. Voilà, juste une petite précision. Merci beaucoup. Merci à vous. Diop. Enfin, les micros m'arrivent. Bon, parce qu'en fait, je suis officiellement le rapporteur de ce séminaire et en même temps, je suis membre de l'ANAPEJ. J'accepte d'être le dernier et comme on dit, les derniers sont toujours les premiers. Toujours est-il que ma remarque est simple. Pour moi, on a eu depuis ce matin un ensemble d'informations importantes. Et vraiment, je veux rappeler aussi, c'est nous qui l'organisons, mais je vais rappeler à ceux qui gèrent ce séminaire que toutes les présentations puissent être collectées et remises vraiment à toute personne qui est venue ici, parce que c'est une mine d'informations qu'on va réunir à partir de ces présentations. Pour revenir maintenant au panel, aux membres du panel qui ont présenté, et je rappelle tout simplement que c'est le premier panel parle seulement des dispositifs adressés aux candidats au départ. Qu'est-ce que les services publics d'emploi font pour les accompagner au départ? Les autres panels vont compléter, je crois, la boucle, vont revenir au retour, et ensuite, des pays vont nous présenter des expériences propres à elles pour qu'on puisse faire des échanges et s'inspirer. Voilà, globalement. Ce que je voulais soulever, c'est que en dehors de ces trois thématiques qu'on a montées comme ça entre nous, il serait très important
je ne sais pas si c'est possible, d'introduire, soit par le dernier panel ou par un intervenant supplémentaire, de parler de ce rapport, au fait, de marché conflictuel, au fait qu'il y a entre un marché parallèle de la migration internationale et un marché officiel. La question. Voilà. C'est une suggestion, ce n'est pas forcément des questions. Dans des séminaires comme ça, quelquefois, on peut faire des suggestions, à moins que... Donc il faudra mettre accent sur ces marchés parallèles et quel rôle et quelle importance, quelle taille il a aujourd'hui par rapport au marché de la migration régulière. Et je crois que ça, c'est la question fondamentale qui, aujourd'hui, se pose tous les États dans le monde. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. On va procéder aux réponses. Pour la réponse à mon collègue, je crois que M. Lundy on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé parce que il a bien dit. Je pensais que c'était quelque chose de spécifique à la Mauritanie, mais je vois que c'est mondial, qu'il y a 80% qui est... c'est-à-dire que pour y accéder, ce sont des réseaux cachés, que 20%, c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est à la disposition de tout le monde, et 80%, je ne sais pas c'est quoi l'équation pour nous, en tout cas le rapport, mais c'est un peu pareil. Donc les panélistes qui sont des experts répondront donc à cette question. Et on va commencer par la première question qui a été posée et qui concernait la traite des personnes et le trafic des migrants. Et qui, donc, le participant ou l'invité avait posé la question, est-ce que les SPE sont pertinentes ou sont capables de lutter contre la traite des personnes? Donc, je vous pose la question. Allez-y. Vous savez, le côté juridique, un peu, vous le mettez. Alors, moi, je ne suis pas juriste. Hein. Oui, mais avec les principes... En fait, bon nombre... C'est une question d'abord pertinente. Merci de l'avoir posée. Est-ce que les services publics peuvent juguler, comme vous l'avez dit, si je prends votre mot, à la traite des personnes? Je ne sais pas s'ils peuvent seuls juguler, ça sera difficile. Mais est-ce qu'ils peuvent contribuer? Oui, certainement. Pourquoi? Souvent, les services publics de l'emploi sont présentés comme alternatives à certaines formes de placement ou d'intermédiation, par l'information, la sensibilisation, par le positionnement sur certains créneaux qu'ils pensent, par exemple, que les travailleurs peuvent être vulnérables, ils peuvent être une alternative et peuvent contribuer à la diminution au moins. Donc oui, mais pas seul, parce que la diminution de la traite, c'est un cadre législatif, c'est des instances dédiées, c'est beaucoup de choses. Mais contribuer, oui, certainement, et ils peuvent constituer une alternative sérieuse d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous voulez compléter? Juste dire qu'au-delà de cette dimension, si les services publics d'emploi développent l'information, la sensibilisation, et que les candidats à la migration clandestine ont davantage d'informations pour réussir le projet de migration, je crois que là aussi, ça peut contribuer. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions. Parce qu'en absence d'informations sur la thématique, donc ce sont les vendeurs d'illusions qui se positionnent sur le marché et qui font croire monde des merveilles à nos jeunes. Oui, c'est une question vraiment très très importante parce qu'on voit, c'est malheureux tout ce que vous savez, que l'on voit, et qu'effectivement les SPE ne peuvent pas seuls résoudre ce problème, elles peuvent y contribuer. Et tout le monde d'ailleurs doit mettre la main à la pâte, chacun de son côté, pour pouvoir régler ce problème qui est un problème terrible quand même. Et donc l'autre question, c'était concernant le transfert des capitaux, toujours sur le rôle des SPE. Est-ce qu'elles peuvent favoriser le transfert des fonds? Et donc je repose la question, messieurs, qui veut... Allez-y, allez-y. Très sincèrement,
au niveau, sur un plan strictement administratif, le service public de l'emploi n'a pas la vocation pour assurer le transfert des fonds. Vous savez, il y a Western Union, il y a MoneyGram, il y a plein d'organisations qui sont capables de faire ça. Il y a les valises aussi. Et vous le savez très bien qu'au niveau de l'économie des transferts, la plupart de l'argent qui est transféré passe par du mano à mano ou les valises. Donc, ce que l'on déclare au niveau du FMI et de la Banque mondiale en termes de transfert, il faut ajouter un coefficient de 40 à 60% en plus par rapport à ce qui est passé et qu'on ne sait pas. Donc, mais de manière plus globale, le service public de l'emploi, il va travailler à ce que les demandeurs d'emploi puissent avoir des possibilités de migrer légalement. Qui dit migrer légalement, c'est des gens qui vont être des travailleurs et ensuite qui vont être en situation de pouvoir transférer de l'argent, le fruit de leur travail vers leur famille qui reste au pays. Donc oui, ça peut avoir un impact indirect sur les transferts, mais au sens strict, c'est de banque à banque, les questions de transfert. Et donc les services publics d'emploi ne pourront pas intervenir directement, à moins qu'il y ait une innovation administrative, qu'on fasse que les services publics d'emploi interviennent dans ce domaine-là. Mais c'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible qu'ils interviennent à ce niveau-là. Mais voilà. Merci beaucoup. Donc, il y avait une question qui dit, est-ce que les pays peuvent garantir les droits des travailleurs? Et donc, on a vu tout à l'heure dans les différentes, on en a parlé plusieurs fois, des principes et donc des directives qui concernent le recrutement équitable. Et on a vu que c'était non contraignant. Donc, tant que c'est non contraignant, c'est à chaque pays de voir comment il fait. Mais je pose quand même la question à monsieur qui est l'expert. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que cet instrument dont on parlait tout à l'heure, ça reste un instrument du BIT non contraignant, mais qui repose sur des instruments, eux, qui peuvent être contraignants du moment que les pays les ratifient. Mais aussi, ce qui est important au-delà de cela, c'est que cet instrument, qui est quand même validé par les représentants de 187 pays, je pense, parce qu'on l'a adopté, des représentants tripartites de 187 pays, précisaient les responsabilités et les représentants des pays se sont mis d'accord sur les responsabilités des plusieurs intervenants dans les services publics de l'emploi. Et donc, même les conventions contraignantes, des fois, lorsqu'elles ne sont pas ratifiées, les pays peuvent s'inspirer pour que leur réglementation ou leur pratique soient aux normes. Donc, moi-même, je ne suis pas spécialiste des normes, mais ce n'est pas parce qu'un instrument n'est pas contraignant que les concernés, les services publics, peuvent, voilà, du moment qu'il n'est pas contraignant, moi... je le pratique pas. C'est pas la question. C'est pas la question. Du moment qu'il y a une précision des interventions, des rôles et responsabilités de chacun, je pense que c'est de la responsabilité. En plus, c'est des services publics. Et qu'est-ce qu'il y a dans les normes? Il y a les droits de l'homme. Ils sont dans l'obligation, je pense, de respect de ces responsabilités. D'accord, donc vous avez la réponse. Je sais pas. Je sais pas, oui, oui. Donc oui, et oui encore, puisque dans les conventions et dans les partenariats, dans les conventions de partenariat, c'est des choses qui doivent être clairement limitées pour éviter justement toutes les dérives qu'on disait tout à l'heure sur la traite, etc., etc. Une autre question qui disait comment faire pour optimiser le flux des migrants sur le continent. Est-ce que les approches qui sont utilisées dans les SPE sont les mêmes concernant les approches qu'on utilise pour les migrants à l'intérieur du continent africain et celles qu'on utilise pour les migrants qui vont en Europe, qui vont ailleurs? Est-ce qu'on a les mêmes approches ou est-ce qu'il y a des approches qui sont différentes? Alors, qui veut répondre? Oui, après. Allez-y.
Non, au fait que cette question, bon, il faut la mettre en phase avec les différentes formes de migration que nous avons et avec également les espaces régionaux. Parce qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes de l'Afrique de l'Ouest, de la zone CEDEAO, par exemple, ou de l'UEMOA, nous ne considérons pas, pour moi qui suis du Bénin, nous ne considérons pas le Togolais comme un migrant. Nous ne considérons pas le Nigérian, quand il est au Bénin, comme un migrant. Parce que nous avons des protocoles de libre circulation, des protocoles qui parlent de la libre installation même, où vous pouvez, pour les professions libérales, vous installer dans un pays comme dans l'autre, et comme si vous étiez les citoyens de ce pays-là. Ça veut dire que la question d'optimisation de la mobilité professionnelle sur le continent doit participer de la mise en place, comme on l'a fait pour le marché commun, pour le marché des biens et des services, où on lève un certain nombre de barrières. Si nous voulons construire un marché de travail à l'échelle africaine, on peut le faire. On peut le faire. On peut construire un marché du travail à l'échelle africaine avec la libre circulation des travailleurs. Et là, on pourrait y arriver dans le cadre d'abord des communautés sous-régionales et puis après, on passe à l'extension au niveau africain. Et je voudrais aussi profiter de ma prise de parole par rapport à la question précédente, dire qu'il est important, lorsqu'on fait la gestion de la migration de travail, de s'interroger sur le statut des pays de destination. Quand vous êtes SPE et que vous voulez travailler avec le Koweït, avec le Qatar ou avec un pays de destination, vous devez vous poser la question de savoir s'ils ont ratifié telle ou telle convention de l'OIT. Tout commence par là. Parce que quand vous engagez des processus de migration, soit dites régulières, avec ces pays, alors que ces pays n'ont jamais ratifié les conventions internationales qui protègent les travailleurs migrants, vous ne pouvez pas vous attendre à la fin à un respect des droits humains, à un respect d'un certain nombre de normes internationales et qui régissent la matière. Donc c'est un élément très important auquel il faudrait veiller. Je reviendrai après sur la question de M. Sidibé, sur le paradoxe et sur à qui s'adresse mon interpellation. Merci beaucoup. Donc effectivement, les accords de libre circulation sont une opportunité, c'est ce qui ressort de ce qui a été dit. Il y a donc une question qui a été posée concernant... Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, c'est sur la réflexion au niveau de la migration sous-régionale. C'est juste pour dire que le projet migration vise la mobilité sous-régionale. Donc tout le travail qu'on fait avec les services publics d'emploi bénéficiaires du projet migration vise la promotion de la mobilité sous-régionale. Ce qui m'avait frappé lors du diagnostic partagé qu'on avait fait, c'était au Togo. Et parmi les demandeurs d'emploi, il y avait des Nigérians. Donc, on avait fait un groupe focus avec les demandeurs d'emploi pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendent d'une offre de service mobilité. Parmi lesquels il y avait deux ingénieurs qui sont originaires du Nigeria qui étaient dans le groupe comme si c'était des demandeurs d'emploi. S'ils n'avaient pas dit qu'ils étaient Nigérians, on aurait pensé que c'était des Togolais. Donc, pour vous dire que tout ce travail d'intégration sous-régionale, sur le plan sociologique, existe déjà. Donc, l'espace n'a pas de frontières pour ces individus au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est au niveau économique, quand on les a fait travailler sur les spécificités de leur économie, on a fait travailler chacun des pays sur des fiches, travailler au Togo, travailler au Cap-Vert. On a vu qu'il y a une différenciation, il y a des conditionnalités, donc, et qu'il est important de travailler sur ces points-là pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle vraiment de manière détaillée une libre circulation des personnes au niveau du droit du travail. Donc tout notre effort, tout notre travail
c'est aussi dans la méthodologie du projet migration, c'est de permettre aux pays bénéficiaires de savoir comment nous on fait en Europe, comment nous on fait aussi au niveau de l'Afrique du Nord pour la mobilité professionnelle et qu'ils puissent s'inspirer de ça et co-construire leur offre de services au niveau sous-régional. On les fait travailler ensemble au niveau des regroupements, on les forme en même temps, tous, pour qu'ils puissent apprendre à travailler ensemble et à se connaître et aussi réfléchir ensemble sur une problématique sous-régionale. Donc, merci. Merci à vous. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? D'accord. Oui, allez-y. Concernant la question tout à l'heure évoquée par M. Béchir concernant le rôle des SPE, je parle pour le cas de l'ANITI en tant qu'établissement qui est mis en œuvre la politique de l'État en matière de placement à l'international, qui est déjà déclaré en tant qu'axe stratégique pour l'ANITI afin de promouvoir les opportunités d'emploi à l'international et pour but de baisser le chômage pour le marché local. En fait, le rôle donc, de l'ANITI, c'est le rapprochement offre-demande, c'est l'intervention technique. C'est le rapprochement entre les compétences. Donc, entre l'offre d'emploi, selon les spécificités d'offre d'emploi, et ce qui est demandé chez les demandeurs d'emploi en termes de compétences. C'est ça son rôle réel. Et puisque ça a été parmi les axes stratégiques, plusieurs conventions ont été signées avec la Tunisie et d'autres pays, notamment la convention avec la France. Donc, elle permet le placement de 9000 Tunisiens par an. La convention avec Qatar, donc dernièrement, qui a donné la possibilité aux Tunisiens de travailler à Qatar, donc l'obtention de 5000 visas supplémentaires. Donc, réellement, ça reflète la vision du gouvernement concernant la possibilité de créer d'offres d'emploi, de placements supplémentaires pour les Tunisiens. Et de ce fait, la création d'unités spécialisées à l'ANITI, donc chargées de placement international, la mobilisation des référents dans tous les bureaux d'emploi international, c'est dedans. Déjà, la création de 2 bureaux d'emploi international, l'un à Qatar et l'autre à Paris, pour but de réellement d'aller plus loin et prospecter les opportunités d'emploi dans ces pays. C'est dans ce sens que l'ANITI intervient donc pour mobiliser les personnes ressources en tant que conseillers, aussi son organisation afin de réaliser ces objectifs déjà mentionnés. Merci beaucoup. Il y avait 2 questions pour M. Thomas concernant le projet migration. Est-ce que c'est possible de l'intégrer? C'est quoi les conditions? Oui, il y avait mon collègue du BIT qui avait entendu la question, qui a dit ça c'est une question facile. Sauf qu'en gestion de projet, c'est difficile. Donc il est difficile en gestion de projet d'arrimer un autre partenaire en cours de route. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la demande qui a été adressée par M. Quadio et Mme, j'avais noté le nom, Fadiga de la Côte d'Ivoire, ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et je pense que tous les partenaires du projet Migration qui sont là ont entendu la demande. Donc, et ça va faire l'objet d'une réflexion, pas dans le cadre du Migration maintenant, parce que le projet Migration termine fin décembre 2019. Donc, la question de la mobilité professionnelle, c'est un enjeu mondial. Ça a été l'objet du discours de M. Juncker en janvier dernier, donc sur la politique générale. C'est quelque chose d'extrêmement important et qui va faire très certainement l'objet d'avenants sur d'autres projets à venir. Je ne sais pas si c'est Migration 2 ou d'autres projets, mais très certainement, il va y avoir
des actions dans ce sens pour la question de mobilité. Je ne sais pas si ça peut me permettre de rebondir sur l'autre question où on parlait de la question de paradoxe. Oui, parce que je vois que c'est une question qui est revenue à 2 reprises. Donc, oui, est-ce qu'on peut parler de paradoxe? Je dirais même que c'est un paradoxe normal, cette affaire de hausse du PIB, de la contribution des travailleurs dans le PIB des pays d'accueil et les questions de restriction. Parce que, de toute manière, la migration, comme l'OCDE l'a fait ressortir dans ses études, a un impact très positif sur l'économie des pays, parce que tout simplement les migrants qui partent sont des migrants qui sont déjà en capacité de travailler et qui sont diplômés pour la grande majorité et qui n'ont qu'un objectif de s'insérer et travailler. Donc le taux de chômage est assez faible chez eux, même si ce n'est pas des emplois de très haut niveau, mais il y a un taux d'employabilité qui est assez élevé, donc ils ont une très forte contribution au PIB. Mais est-ce qu'en même temps, ça donne droit à ce qu'il y ait une ouverture totale des marchés parce que tout le monde court derrière le PIB que la migration peut amener? Ça, c'est une autre question. Tout le travail qu'on fait sur la mobilité professionnelle, c'est pour permettre à ceux qui peuvent migrer et qui ont un savoir-faire à partager ou à mettre à disposition d'autres pays de pouvoir le faire. Et c'est à double sens parce que, d'une certaine manière, quand ils travaillent à l'étranger, ils envoient des transferts chez eux et ça aide aussi l'économie de leur pays d'origine. Donc, quoi qu'il en soit, il faut vivre avec ce paradoxe et il faut trouver d'autres leviers pour contourner ces modalités de restriction. Et la meilleure façon, c'est de travailler sur la mobilité légale des travailleurs et de faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui soit capable de migrer et travailler sans des problèmes de restriction. Merci. Oui, allez-y. Oui, je voudrais répondre à mon ami Sidibé par rapport à sa double question. La première, c'est sur le paradoxe, et la première, c'est à qui s'adresse ma conclusion. Et par rapport au paradoxe, c'est nous-mêmes, en nous observant nos comportements, même en Afrique, un constat est fait que chaque fois qu'il est question d'élaborer des stratégies de migration professionnelle, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de stratégies qui vont en direction de nos ressortissants dans les pays d'accueil. Et souvent, on oublie qu'élaborer une stratégie de gestion de migration professionnelle, c'est aussi penser aux ressortissants des autres pays qui veulent travailler chez nous. Et très souvent, on oublie cet aspect, comment est-ce que nous-mêmes, nous protégeons les ressortissants des autres pays qui viennent travailler chez nous. Ça veut dire que le virus est en nous, en lui-même. Déjà, il y a des pays africains, dont je ne vais pas citer les noms ici, qui se plaignent des restrictions des pays européens. En même temps, eux-mêmes, ils font des restrictions pour d'autres pays africains. Ça veut dire que ça dépend de la position que l'on occupe. Quand on pense que c'est les autres qui viennent profiter de nous, on met en place des restrictions pour les empêcher de venir. Et quand on se sent lésé par les autres, on se plaint également des autres parce que les autres mettent des restrictions. Donc je crois que c'est un problème qu'il faut analyser de ce point de vue-là par rapport aux intérêts des uns et des autres vis-à-vis de la situation. Quant à ma conclusion, elle s'adresse... donc je ne vais pas répondre comme ça parce que tout à l'heure, nous avons été reçus par une autorité et qui nous a dit, je ne trahis aucun secret, et qui nous dit, si nous avons le phénomène migratoire tel que on le décrit aujourd'hui, c'est la conséquence de l'échec des SPE, c'est la conséquence de l'échec des politiques nationales d'emploi, de nos politiques nationales d'emploi, c'est la conséquence de nos politiques de développement économique.
si on peut être d'accord avec lui que c'est la conséquence de l'échec de nos politiques, donc cela s'adresse à nous tous. Et quand j'ai proposé des thèmes de communication par rapport à cette conférence, il y en avait deux. Il y avait un deuxième thème que j'avais proposé, qui était que la gestion de la migration de travail devait être une opportunité pour les SPE pour devenir plus performants. Bon, malheureusement, on a retenu une, qui était celle que j'ai présentée, mais c'est ça la problématique en fait. En disant qu'est-ce que nous faisons pour rendre plus dynamiques nos marchés nationaux et qu'est-ce que nous faisons pour que nos citoyens se sentent à l'aise chez eux. Donc c'est ça la grande question. Puisque en même temps, nous avons besoin des ressources humaines pour développer nos pays et en même temps, nous voulons promouvoir la migration pour qu'ils aillent travailler à l'étranger. Alors que c'est des compétences. À moins que nous considérions que ce ne sont pas des compétences utiles pour le pays et qu'il vaut mieux s'en débarrasser pour qu'ils aillent travailler ailleurs. Donc il y a cette problématique-là qui existe effectivement, de se dire, est-ce que nous nous organisons pour absorber véritablement la production de notre système de formation, de notre système éducatif. Donc c'est un peu complexe ces questions-là, mais ça dépend de l'angle sur lequel on le prend. Mais je pense que nous avons un rôle important à jouer dans la dynamique du marché du travail au niveau national. Merci beaucoup, M. Aguet, pour votre franchise. Et il y a la dernière question qui est adressée à M. Taufir et qui dit: quels sont les flux de travailleurs professionnels qui justifient la création de toute une unité spécialisée dans le domaine? De toutes les façons, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que tout dépend de stratégie, parce que un gouvernement qui a mis en place une stratégie bien déterminée en termes de placement international, il faut par la suite essayer de mettre en œuvre cette stratégie. Et l'ANITI, en tant qu'établissement d'exécution, elle essaie de mobiliser toutes ses ressources afin de réaliser cette stratégie, de le mettre en œuvre. Déjà, la création d'un déplacement international a été du fait que l'ANITI déjà a signé plusieurs conventions avec plusieurs pays. De ce fait, elle est appelée à réaliser des chiffres, à réaliser des performances concernant des résultats concernant cet axe stratégique. Donc, déjà la création de bureaux d'emploi à l'international, l'un à Qatar et l'autre donc à Paris, ça prouve cette tendance. Donc, c'est pour cela que l'ANITI essaie souvent de mettre d'autres stratégies, mettre plutôt d'autres plans d'action afin de réaliser ces objectifs quantitatifs et aussi qualitatifs en termes de recrutement équitable. Donc, merci beaucoup. J'espère que... Vous voulez une dernière question? Oui. Une dernière parce que le temps... Merci, assez rapidement, Amoussou, DGNP Togo. C'est compliqué de parler politiquement qu'on va faire partie nos ressortissants. Politiquement, difficile à vendre. Chez moi, on m'a dit, mais le président a promis 100 000 emplois par an, 500 000 d'ici 2022, et toi, tu veux que les jeunes partent. Bon, les politiciens, ils sont les politiciens. Mais quand j'ai fait le Forum Emploi International, j'attendais 1200 personnes, il y avait plus de 300 jeunes dehors. Donc les jeunes s'en foutent du discours politique, politiquement correct. Là. Donc, n'ayez pas peur de ça. Deuxième chose, ce que l'Union africaine a demandé, les SPE ne travaillent pas suffisamment entre eux-mêmes sur les questions d'identification de ces flux qu'on nous a montrés, qui sont des opportunités de partenariat entre eux. Il y a des fois, on a licencié des génies en génie civil, des topographes, parce qu'il n'y a plus de route à faire au Togo.
Si on se parle entre nous, la Guinée-Bissau, à un moment X, a besoin de ça. On envoie nos ingénieurs et puis ils reviennent. Donc cette migration circulaire, bien organisée entre nous, l'ACEP, l'AMCEP et toutes ces organisations-là doivent s'en occuper, et sérieusement. Je pense qu'on peut travailler sur ça comme une résolution de cette conférence. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous tous. J'espère que vous avez eu les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Et donc, on va faire une petite synthèse des travaux avant de clôturer. Et donc, on a vu plusieurs présentations, plus riches les unes que les autres, qui nous ont édifiés sur comment réussir son projet de mobilité professionnelle, sur le besoin d'accompagner les candidats à la migration professionnelle parce qu'il faut les former, il faut les informer, il faut veiller à ce qu'ils soient recrutés équitablement, sur le rôle des SPE qui est un rôle crucial dans le déploiement des politiques migratoires, sur le fait que ça ne doit pas se faire, la migration ne doit pas se faire de façon, comment dire, non préparée, que c'est une aventure, mais une aventure qui doit être préparée, sinon c'est un échec, et qu'elle doit être soutenue par des stratégies qui sont pensées, qui sont vraiment des vraies stratégies, et sur le rôle, donc, les responsabilités des SPE en premier et en dernier lieu à chaque fois. On veut leur faire, ils ont vraiment un grand rôle, à tel point que même pour le transfert des fonds, on veut les solliciter, qu'on veut les solliciter sur beaucoup de choses, et sur le fait aussi qu'elles ne peuvent pas travailler seules, qu'elles ne peuvent pas tout faire seules, qu'elles ont besoin de tous les acteurs dans le domaine, et qu'il doit y avoir des partenariats tout azimut qui doivent se faire afin de pouvoir bien réussir réussir le projet de mobilité professionnelle. Donc voilà, grosso modo, je pense qu'on a fait le tour de la question, et que de toute façon, ce n'est que le premier panel, il y aura d'autres panels demain, et qu'on va continuer à approfondir la question là-dessus avec donc des grands experts. Et donc, je vous remercie tous pour votre attention et votre présence. Merci. Merci à la modératrice.